Salutations à nos amis de Best Buy qui nous permettent de vous présenter tous les podcasts de la Commission athlétique dont les compteurs nous fournissent l'équipement audiovisuel et comme ça, on est en mesure de vous rejoindre chaque semaine sur les plateformes de la Commission athlétique. Bon podcast tout le monde. Tous les secrets de la business du sport. Les compteurs avec Max Lalonde et Sacha Gavami. Bienvenue à l'épisode numéro 4 des compteurs où on parle de business dans le sport. Sacha Gavami, salut. Salut, ça va bien? Ça va très bien, Alex Panton, salut. Salut! Sacha qui a bravé le trafic de la Rive-Nord pour venir nous rejoindre. On te remercie. Alex qui a bravé le trafic du pont pour venir nous rejoindre. Ben oui, il y avait une manifestation sur le pont Jacques-Cartier ce matin. Oui, ça ralentit les choses, puis de la Rive-Nord, rien. Non, c'est juste c'est loin. C'est loin. Mascouche, c'est loin. C'est la seule chose. Hey, plein de choses dans le show aujourd'hui. Pour le bloc principal, on va parler des commentaires de Gary Bettman à l'endroit du marché de Québec parce qu'il est débarqué à Montréal la semaine dernière quand on a présenté le premier match de hockey sur les ondes d'Amazon. Puis évidemment, quand Bettman arrive à Montréal, arrive au Québec, on lui pose la question. On aura la chance d'y revenir tantôt. Dans l'actualité cette semaine, il y a plein de choses. Le sport féminin est en plein essor. Ouais. Vraiment. Parlons de l'entente de la WNBA, les droits télé. L'arrivée de Caitlin Clark a tellement changé de choses pour la WNBA. On en est où pour ce circuit de basketball? Ouais, fait que, tu sais, cet été, ils ont réussi à signer un deal télé dans la WNBA pour 2,2, des deals médias, là, 2,2 milliards. Ouais. Qui va rentrer entre 25 ou 26, je Ouais, pense. exact. Puis là, ben, ils peuvent opt-out de leur convention collective, je pense, en 2025 aussi, juste pour le bon timing. Fait que ce qui va arriver, c'est que les revenus médias vont augmenter énormément. Oui. Puis là, le problème de la WNBA, c'est que le partage de revenus, je pense qu'il y a 90% ownership, 10% les joueurs. Aïe aïe. Ouais. Mais c'est parce qu'avant, cette arrivée-là, il n'y avait pas tant de revenus. Tu sais, la NBA supportait beaucoup la WNBA, puis les propriétaires, ben, il y a besoin de plus de cette portion-là du gâteau pour supporter les dépenses. Mais là, je pense que en fait, les joueurs ont déjà confirmé qu'ils allaient opt-out, ils allaient sortir de leur convention collective pour renégocier. Puis là, on va voir les salaires. Je pense que pour vrai, les salaires minimum vont. Présentement, Caitlin Clark, je pense qu'elle gagne 71 000. Tu sais, dans la WNBA, en fait, avait une convention collective qui allait durer encore un bon moment. Ouais. Je pense jusqu'en 2027, mais ils avaient l'option d'ici le 1er novembre 2024 de se retirer pour la saison suivante. Puis c'est la décision qu'elles ont prise, à la lumière justement du contrat dont tu parles. Fait que c'est un contrat de 200 millions US par année pour les droits de diffusion. Pas rien quand même, là. Mais est-ce que c'est simplement en lien avec l'arrivée de Caitlin Clark? La WNBA est là depuis longtemps. On enlève Caitlin Clark de l'équation. C'est quoi les autres facteurs? L'émergence du sport féminin en général. Je pense qu'il y a quand même un gros mouvement qui a été fait avec le sport féminin. On le voit au basket beaucoup. Caitlin Clark en est une grande raison. Mais tu sais, je vais aller dans d'autres sports aussi. Simone Biles en gymnastique. Beaucoup d'attention autour d'elle aux Olympiques. Tu vois la NWSL qui prend beaucoup d'ampleur aussi. Ils ont fait un match de volleyball aux États-Unis féminin collégial. C'est la plus grande assistance pour un événement sportif au monde, ever. Ouais. 111 000, je pense, 116 000. Moi, je pense qu'il y a eu... Puis tu sais, des fois dans la vie, là, ça prend ça. Ça prend un mouvement, ça prend... non seulement les entreprises médiatiques, ça prend non seulement du monde qui veulent y croire puis qui met de l'argent, mais pour aller chercher une espèce d'acceptabilité sociale. Puis je pense que, pour de vrai, il faut le dire, dans le sport féminin, les commanditaires y ont été pour beaucoup. Ouais. Il y a beaucoup de commanditaires qui ont décidé de dire, you know what, moi je supporte. J'embarque. Ouais. Puis, veut pas, si les commanditaires embarquent, ben, la décision des médias est plus facile. Puis après ça, ben, faut pas aussi rien enlever aux femmes. Aux athlètes. Ils font de quoi exceptionnel, ils deviennent des meilleures communicatrices aussi, ils font leur autopromotion extrêmement bien, ils se mettent de l'avant, ils ont les coudes serrés, travaillent beaucoup ensemble. Moi, je pense que le crédit d'abord revient aux athlètes eux-mêmes. D'offrir un spectacle, de se mettre en valeur. Le tennis l'a fait depuis un bout. Le tennis depuis c'est probablement le sport qui était le plus présent pour les femmes en termes de sport mainstream regardez, mais aussi l'émergence des réseaux sociaux aide énormément aux athlètes de créer ce branding-là, créer ce following-là. Fait que Caitlin Clark est devenue une phénomène. Oui, parce qu'elle joue au basket, mais parce qu'elle a créé aussi tout un entourage de gens qui la suivaient, qui la supportaient, puis qui avaient hâte de regarder le March Madness. Fait que ça en est suivi. Fait que moi, je suis d'accord que ça vient aux élèves. Les commanditaires, effectivement,
comme tu dis, Alex, les commanditaires montent l'appétit. Les médias, donc, vont payer plus cher parce qu'ils savent que les commanditaires vont suivre. L'achat média va suivre. Ouais. Ça reste que c'est un beau cycle pour le sport féminin. Mais tu sais, dans tout ça aussi, oui, il y a les athlètes, puis oui, il y a la façon dont ça s'est fait, mais c'est récent l'intérêt global pour le sport féminin. Est-ce que vous connaissez l'humoriste américain Bill Burr? Oui. Dans un de ses shows, il y a un bout sur la WNBA, puis c'est un phénomène qui était réel aux États-Unis. Il dit en gros, puis je paraphrase, en niaisant, il dit « Nommez-moi vos 5 joueuses préférées de la WNBA. » Puis là, il tend son micro, puis la personne est capable. Il dit « Parfait, nommez-moi l'équipe de votre ville. Je sais pas. » Puis il dit « C'est pas ma job, et c'est pas notre job, les gars, d'aller voir du sport féminin. C'est la job des filles. Au lieu d'arrêter des niaiseries comme les Kardashians, vous devriez vous rendre dans un stade puis vous encourager entre vous autres. » Le parallèle que je veux faire avec ça, c'est que quand l'année passée, la Victoire de Montréal, anciennement l'équipe de Montréal, ont rempli le Centre Bell de jeunes femmes, de jeunes filles d'un peu partout. Je me suis dit, Colin, on s'en va vraiment dans la bonne direction. Elles ont trouvé, on dirait, les canaux pour parler aux femmes, pour les rejoindre. Honnêtement, tu viens d'expliquer l'offre et la demande. C'est-à-dire que nous, en ce moment, par exemple, en tant que médias sportifs, l'appétit pour les Canadiens est immense. Ouais. Et après ça, tu as une gradation pour le reste des sports. Ouais. Mais je pense que, puis ça revient à ce qu'on disait, je pense que oui, les femmes, avec un effort concerté de propriétaires qui sont prêtes à investir, avec des femmes qui sont prêtes à se mettre en valeur. Tu parles de la Victoire, là, les filles ont été patientes. Là. Hey! Avec la PWHL, puis tout ça, ils ont attendu leur deal, leur syndicat était là, il y en a beaucoup de ces filles-là qui ont manqué des années de carrière incroyables pour permettre à la prochaine génération d'avoir une ligue qui est bien organisée. Alors pour moi, la manière que tu l'abordes, j'abonde dans le même sens. Crée ton marché, va le chercher, essaie pas de convertir. Tu peux convertir un fan de sport masculin ou un fan de whatever, mais aussi va chercher des nouveaux. C'est sûr, puis je pense qu'il y a beaucoup... Ça donne l'exemple pour des jeunes filles aussi. Ben oui. Fait que t'as des modèles, puis quand on regardait le match auquel tu fais référence avec la Victoire, quand beaucoup de jeunes filles qui étaient dans les estrades puis qui regardaient, là, tout d'un coup, il y a un cheminement. T'as un objectif. Il y a un objectif concret que tu peux dire, hey, moi, je vise ça. Puis il y a quelque chose de structuré, d'organisé avec des propriétaires qui sont prêts à réinvestir à ton point. Puis qui n'ont pas peur de dire. Tu sais, moi, j'en parlais du sport féminin depuis plusieurs années à des gens en montrage. Ah oui. C'est juste, je l'ai toujours dit, il faut le voir pour ce que c'est. C'est un projet. Il faut le développer, le projet. Il faut qu'il y ait des gens qui veulent le développer, le projet. Puis un jour, si le projet développe bien, ça va devenir une belle business lucrative. Parce que le sport, on est ici pour parler business du sport. Ça reste qu'une ligue sportive professionnelle, c'est des business. Il faut que tu gères tes attentes dans la mesure où si tu as des billets de saison pour les Lakers de Los Angeles puis tu es habitué de voir LeBron, faut pas que tu aies voir la WNBA en te disant que ça va être un match des Lakers avec LeBron. C'est pas le même produit. Moi, honnêtement, on parlait de tennis. J'aime le tennis féminin. Ben oui. Les échanges sont j'adore plus longs. Le golf féminin. C'est ça. T'as plus de prix de service. Mais faut le prendre pour qu'est-ce que c'est. T'sais, moi, quand je regarde les Olympiques, c'est pour de vrai, nous, au Canada, on est choyés. Hey. Si c'était pas des femmes, on serait pas dans le tableau des médailles, là, dans le top 10, top 5, tout ça. Mais tu le prends pour qu'est-ce que c'est. C'est des exploits absolument incroyables. Faut arrêter de les comparer aux hommes. C'est pas ça le point. C'est deux produits. C'est des produits, puis c'est hot en soi. C'est exactement. Puis au final, la progression est impressionnante. Puis ce que je suis impressionné tout à la PWHL, c'est que les propriétaires, ça fait pas si longtemps, mais ils sont patients. Oui. Tu sais, puis au début, si tu rentres dans cette aventure-là en disant je vais faire plein d'argent, pas au début. C'est comme dans tout. Dans n'importe quoi en business. Mais ça se bâtit bien. Puis pas qu'on s'éternise là-dessus, là, mais tu sais, si je fais juste retourner à la WNBA, la Ligue a encore perdu de l'argent. Mais quand le contrat va embarquer, quand tout ça va embarquer, tu sais, je pense que... Puis chapeau à la NBA. Tu sais, moi, ce que j'ai aimé de cette association-là, c'est la NBA qui a toujours, même avant que ça soit populaire, tu sais, ils supportaient la WNBA à leur façon, du mieux, tu sais, pour avoir cette visibilité-là et tout. Tu sais, moi, ce que j'ai trouvé cool, j'ai regardé les derniers instants du match numéro 5, en fait, du championship de WNBA avant-hier. Puis, tu sais, t'as Spike Lee courtside à Barclays Center, qui est là comme il serait là pour un match d'Enix, tu sais. Puis c'est le fun de voir cet engouement-là, puis ça va attirer d'autres gens qui vont le regarder. Puis, à ton point, Alex, je pense qu'il faut arrêter de comparer les deux. C'est pas le même produit. Non. Faut l'apprécier pour ce que c'est, puis ça reste que c'est très divertissant, puis c'est du bon sport.
La NFL explore les marchés internationaux. On le voit de plus en plus. On dispute des matchs un peu partout. On veut exporter le football. Tu as été là-dedans beaucoup, évidemment, Sache, avec Laurent, avec son aventure dans la NFL. À quel point ce produit-là va devenir de plus en plus populaire, puis où la NFL veut s'en aller avec justement les packages de matchs internationaux qui sont en train d'établir. Laurent, as-tu joué un de ces matchs-là internationaux? Oui, oui, de mémoire, il avait joué à Londres, je pense. À Londres? Oui, tu vois, Londres, c'est le marché qui font depuis un bout. Je vais répondre à ta question, je vais faire un petit parallèle avec la NBA. Tu sais, la NBA est probablement le produit le plus exportable, selon moi. Là, tu sais, le baseball ont des super belles opportunités. On voit ce qui se passe avec Ohtani, où que les cotes d'écoute des Dodgers étaient plus fortes au Japon qu'aux États-Unis. C'est quand même fou. Là. Ouais. 13 millions de codes d'écoute, ça, je pense que c'est une personne sur 10 au Japon. À 9h le matin, en plus. À 9h le matin. Fait que ça, c'est quand même cool. NBA rendu avec plus de 20% de ses joueurs qui proviennent des marchés internationaux et plus de 10% de ses revenus qui proviennent des marchés internationaux aussi. Fait que tu sais, puis la NFL, eux, ils jouent au football américain. Fait que puis c'est la ligue, c'est un exemple, dans le monde des affaires sur comment gérer ta ligue, sur comment faire grossir ton produit, comment maximiser. Ouais. C'est rendu un style de vie, une religion, une manière de vivre là, aux States. Tu as tes matchs locaux, tes tailgates, tout ça. Mais eux, sans dire qu'ils sont saturés, là, faute de créer plus d'Américains, il faut qu'ils trouvent d'autres mondes. Fait que je pense que ça fait partie de leur stratégie. En fait, il faut que ça fasse partie de leur stratégie parce que c'est ça la vie. Là. Tout le monde veut continuer à croître. Fait que moi, je pense qu'il faut qu'ils fassent ces matchs-là. Puis je pense que c'est une stratégie que tu n'as pas le choix de faire. Moi, la NFL, ce qui m'impressionne, là, c'est qu'à chaque fois, tu dis, OK, tu viens de vendre tes droits médias pour des prix faramineux. Ouais. Tu as tes 32 franchises. Tu fais des matchs internationaux. Mais comment tu vas créer plus de valeur pour les propriétaires? Comment est-ce que tu vas créer plus de revenus qui sera partagé? Puis là, quand j'ai vu ça passer, leur stratégie, je me disais, ça, c'est... Puis dans l'article, il y avait même, que j'ai lu, il y avait une phrase qui dit « La NFL, qui sont les meilleurs de créer du revenu à partir de rien. » Puis l'idée de créer, admettons, il y a 16 à 18 matchs internationaux et que ça soit tous des matchs, admettons, on part pour parler, en Europe à 9h30 le matin. Tu crées... Tu sais, tu avais la NFL 13h, 16h... et 20h. On va rajouter une et plage. Là, tu rajoutes une plage internationale. Que ces games-là sont pas inclus dans aucun deal média. Fait que là, tu crées ce produit-là, tu le packages, puis là, tu vas voir, on le vend. Ben, au final, tu vas le vendre pour une couple de milliards pareil. C'est sûr. Fait que tu le vends pour une couple de milliards. Ça, c'est de l'argent direct qui s'en va, partageable dans le revenu. C'était des matchs qui étaient joués, anyway. Puis c'est des matchs qui permettent d'agrandir le marché du territoire. À voir à quel point ça va être maintenu dans le temps, dans le sens, est-ce qu'ils vont maintenir les mêmes destinations, est-ce qu'ils vont faire des tournées? Tu sais, ils parlaient d'Asie, ils parlaient de même l'Australie, ils parlaient de... Ben, ils sont en discussion avec le Canada. C'est ça, fait que, tu sais, il y a le Canada, fait il y a beaucoup de marchés qui regardent, et j'ai hâte de voir leur stratégie. Londres, c'est rendu permanent. Ouais, c'est ça, exact. Tu sais, on parlait des races puis des expos, là, c'est presque rendu ça avec Jacksonville. Oui, c'est vrai. C'est pas la même chose, mais Jacksonville joue quand même une coupe de matchs par année. Mais le propriétaire, ça fit aussi. Ben c'est ça. Ouais. Fait que, est-ce qu'ils vont varier? Est-ce qu'ils vont se promener, l'Allemagne? Mais juste le fait de packager ces matchs-là puis de le vendre, tu crées du revenu à partir de quelque chose qui est, pas, je dirais pas facile, mais comme à portée de main. Ben, on va le faire des matchs internationaux puis on va le gérer. On l'a mentionné là, quand on a enregistré le premier épisode. Là, moi, anciennement, j'étais à TVA Sport. Fait que, moi, ma job comme directeur des programmes, c'était d'acquérir les droits de diffusion de toutes les ligues, toutes les équipes. Le baseball majeur, tu avais un département pour les droits télé qui appelait Domestic. Ouais. C'était juste pour les States. Département dédié. Puis tu avais un autre département, c'était International. Mm-hmm. Donc, tous les départements... Puis le département international était plus petit que le département domestique. Puis le département international couvrait 199 pays. Ça, je parle de ça, c'est là peut-être 10 ans. Puis nous, même au Canada, malgré le fait que nous avions une équipe au Canada, il y avait moi, c'était après les expos, évidemment, là, on passait à travers le département international. Où je m'en vais avec ça, là, aller sur le site d'Amazon. Eux autres, ce qu'ils ont commencé à faire, c'est acheter des droits internationaux pour des sports qui ne sont pas tant diffusés à l'international
Pourquoi? Ben, eux sont partout, sont mondiaux, sont globales. Ah oui. Ce qui fait en sorte que, mais ils peuvent mettre le logo, ils peuvent s'associer à la NHL, ils peuvent s'associer à la NFL, ils peuvent s'associer à ces affaires-là. Donc, pour moi, les ligues qui font des matchs à l'international, ils vont être capables de rentabiliser ces investissements-là, même si ça peut être plus marginaux pour eux, parce que, comme tu dis, ils créent de la valeur. Parce que les géants du web vont vouloir avoir des droits. Puis vu que les droits locaux ou les droits nationaux en Amérique du Nord sont déjà vendus, ben ils se retournent vers ça. Fait que t'es tous bien de leur donner un petit nanan et leur dire on va faire des games. Un mot sur le CF Montréal qui est entré en série. D'un, bravo à toute l'équipe, à Sam Piette, au groupe de joueurs, à l'organisation, parce qu'on va se le dire, c'est une saison mouvementée. Ouais. Si je dis mouvementée, je pense que le terme est bon. Ah oui. Ça a brassé. Pour les partisans, c'est un grand soulagement de les voir rentrer en série. Une possibilité peut-être de revoir Messi à Montréal si on remporte le match au moment d'enregistrer ça de ce soir contre Atlanta. Peu importe quand vous l'écoutez. Mais il y a un double-header à Montréal ce soir. Le Canadien reçoit les Rangers, le CF joue. On a eu une super bonne discussion avant d'ouvrir les micros sur la nécessité qu'aurait la MLS. On parlait de faire la promotion auprès de nouveaux publics, de peut-être mieux expliquer son produit dans certains matchs décisifs. Ouais, j'ai toujours eu cette réflexion-là pour moi, puis je me disais peut-être que je suis le seul, mais depuis que Montréal est rentré dans la MLS, moi je suis un fan de soccer, j'ai toujours été, je suis la MLS, puis surtout le CF, comme tout partisan suit. Ah oui. Mais j'ai toujours senti qu'on avait de la difficulté à créer une espèce de une excitation, un hype autour du dernier droit de la saison, autour du fait que... Parce que la saison est longue. La saison est longue. Je pense que c'est ça. La saison est longue, puis le fait que tu as des places en série, mais tu as aussi des matchs barrages, tu sais, comme tu sais, les pauses internationales, des fois. Les pauses, fait que là, tu perds le rythme. Puis je sais qu'on a parlé en ronde, on disait, ben, c'est peut-être à cause du moment de l'année, parce que le hockey commence la série mondiale. Puis oui, je pense que ça a un impact. Mais il y a de quoi... Le CF mériterait, selon moi, d'avoir plus d'excitation autour du fait qu'ils sont en série. Je suis d'accord. Plus de vues dans le dernier droit. Surtout cette année, il y avait quand même des matchs importants, là, tu sais. Puis... Écoute, moi, le premier, j'ai un chum qui nous a texté dans un groupe texte vendredi. Hey, les gars, demain, Decision Day. C'est un gros fan du CF, de saison. Puis là, je suis comme, ah ouais, déjà? Tu sais, comme. Puis le concept de Decision Day, c'est quand même cool. Toutes les équipes jouent en même temps, tous les dénouements, c'est cool. Fait moi, je vais faire un parallèle avec notre conversation d'un peu plus tôt aussi, avec le sport féminin. Je pense que la MLS, il faut le prendre le produit qu'il est. On a tendance à tout le temps vouloir le comparer à la NHL ou le comparer au soccer, par exemple, en Europe, la Premier League, tout ça. Non, c'est notre équipe, prends-le pour qu'est-ce que c'est. Puis tu sais, je pense que nous, à BPM, dans les médias sportifs aussi, on est souvent coupable de embarquer sur l'espèce de bandwagon négatif aussi, ou de... Tu sais, faut mettre des efforts. Puis je pense que cette équipe-là, c'est pas parfait. Il n'y en a pas d'équipe parfaite, mais je pense que ils méritent. En ce moment, là, ils l'ont viré de bord. Ils l'ont viré de bord. Ils l'ont viré de bord. C'est à partir du vestiaire. Puis ils l'ont viré de bord. Fait que, tu sais, moi, je pense vraiment que, tu sais, oui, comme à ton point, je pense que, pour moi, la MLS, puis le CF particulièrement ici, tout le monde qui va au stade, personne de là sort de là en disant « Hey, c'est pas hot comme expérience ». Après ça, quand tu regardes la MLS comme telle, quand tu checkes la structure, quand tu regardes tout ça, les stars qui ont amené tout ça, c'est un beau produit. Là. C'est un très beau produit. D'avoir Messi à Montréal. Puis c'est abordable. C'est ça. Une sortie familiale abordable. Aller au CF, là, ça coûte pas des millions. Fait que, moi, je pense qu'il y a une question de temps, puis je pense qu'il y a une question aussi, comme tu dis, d'éducation pour arriver à un produit qui va être plus connu. Puis, écoute, je pense que en tout cas, moi, j'espère que le stade va être plein à soir. J'espère que les cotes d'écoute vont être bonnes. Puis, tu sais, félicitations au CF d'avoir viré une saison de bord complètement. C'est exceptionnel. Ah, sûrement. Puis c'est drôle. Ce matin, dans le Club du Matin, on avait Fred Laure puis on avait Olivier Brett, qui d'ailleurs anime le podcast Au fond des filets, qui est vraiment populaire sur la commission athlétique. On vous invite à les suivre. Fred Laure disait ils ont littéralement
sauvé leur saison. Puis c'est vrai, ils ont sauvé la saison complètement. Puis ce soir, parce qu'au moment où on enregistre encore une fois, le match c'est ce soir, ça se peut que vous l'écoutiez, que le CF a battu Miami, là, puis qu'on soit dans 3 semaines, puis qu'on soit dans la prochaine ronde des séries. Mais ce soir, perd ou gagne, le CF a réalisé un exploit de terminer la saison de cette façon-là, avec le vent d'en face. Puis le message marketing est très positif présentement, puis j'espère qu'on va se servir des dernières semaines pour mettre ça de l'avant, mettre l'efficacité du capitaine Samuel Piette, qui a pris son club, qui a dit « on s'en va faire du go-kart ». Ils l'ont fait après nous, le go-kart. Hein? Oui, je sais, d'ailleurs. Ouais, c'est nous nous autres qui avons fait ça en premier. DPM a fait son go-kart. A fait son go-kart. Oui, puis après ça, ils ont été. Ben, bravo au CF, puis la meilleure des choses. La meilleure des chances dans ce dossier-là. Hey, on est prêt à passer au bloc principal du podcast, les compteurs. Les compteurs avec Max Lalonde et Sacha Gavani. Parlons des Nordiques de Québec. Écoute, à toutes les fois où Gary Bettman débarque à Montréal, il se fait poser la question parce qu'il y a des gens qui attendent ça encore aujourd'hui. Il est arrivé plein de choses dans les dernières semaines. Pour faire juste un petit recap de l'actualité, François Gagnon, qui est collaborateur ici à BPM, a confirmé que le Canadien aurait des matchs hors concours l'an prochain à Québec, au Colisée, et qu'on travaillait à la présentation de un match de saison régulière également au Colisée. Parallèlement à ça, il y a eu la visite des Kings qui s'est très, très bien déroulée. Après ça, il y a eu le lancement des matchs sur Prime, dont on a discuté. Gary Bettman s'est présenté, et c'est là qu'il a été questionné sur la possibilité d'avoir une formation d'expansion débarquée à Québec. On sait que la NHL rêve à 36 clubs. On a parlé de Québec, puis les commentaires de Gary Bettman ont été... Dans tout le processus, dans tout ce qu'on a jasé, dans toutes les tergiversations des dernières années, j'ai jamais eu d'offre concrète. On n'a jamais eu quelqu'un de réellement sérieux, puis on n'a jamais eu de propriétaires, un groupe de propriétaires qui ont dit « on l'a, on y va », et pour le futur, c'est ce que ça va prendre. On comprend bien des affaires dans tout ça, puis tu sais, c'est le ministre des Nordiques, Éric Girard, ça fait longtemps qu'on en parle. On s'en va où avec ça? Est-ce qu'on va finir par avoir un jour un club à Québec? Est-ce que ça va arriver ou on oublie ça? Moi, quand on se parlait à honte de ce qu'on allait parler, des sujets, tu sais, puis ce sujet-là, je le trouve intéressant. Oui, le retour des Nordiques, ça fait beaucoup jaser, puis on dirait qu'à chaque fois qu'on parle d'expansion NHL, déménagement ou de juste on veut les Nordiques, puis je comprends, puis moi aussi, personnellement, j'aimerais ça qu'ils reviennent. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est que je trouvais que c'est la première fois depuis longtemps, peut-être depuis toujours, que Bettman donne une réponse autant concrète sur pourquoi ça marche pas. Que ça soit vrai ou pas, ça je sais pas, mais juste le fond de la pensée, je trouve intéressant. Puis ça m'a fait réfléchir. Et je pense que la stratégie pour amener une équipe à Québec doit passer par susciter un intérêt de la part d'investisseurs de consortium à l'extérieur du Québec, même à l'extérieur du Canada. Ça va être ça. Et le message qu'un peu que Bettman dit, c'est que j'ai pas eu d'offre concrète avec quelqu'un avec les reins solides ou un groupe avec les reins solides. Parce que pour avoir eu la chance de discuter avec des gens dans le sport professionnel de d'autres ligues, de tout, puis qui ont des liens avec ownership, il y a une chose que les propriétaires de toute ligue des propriétaires d'équipes de toute ligue sportive ne veulent jamais, c'est de devoir réinjecter de l'argent. Ah, c'est la pire affaire. OK? Et ils ne veulent jamais même se soucier que ça va être un enjeu d'avoir un support financier si jamais ça va moins bien. Et j'ai l'impression, d'un point de vue externe de ce que je vois, que si tu veux apaiser les doutes puis amener un volet de plus concret, oui, on parle de Pierre-Carl Pelado qui tient déjà la prothèse Alouette puis a des reins très solides puis c'est parfait puis il est très fort au Québec, même dans le reste du Canada avec une compagnie de télécom. De job avec les Olympiques, avec les Alouettes. Ouais, c'est incroyable. Puis oui, puis j'enlève rien à ça, mais ça reste que la NHL, oui, c'est mené par des marchés canadiens, mais c'est une ligue américaine. Mon point de vue. C'est géré comme une ligue professionnelle nord-américaine, donc américaine. Et je pense que si tu amènes un intérêt américain, de gens de New York ou des gens de Californie ou du sud des États-Unis, whatever, ils disent « Hey, moi, là, j'ai des poches profondes, puis je veux investir dans un club de hockey, puis moi, je crois à Québec. » Chose qu'on n'a pas encore vue. Là, je pense que tu changes un peu le discours. Parce que, tu sais, si on prend le cas de Ryan Smith à Utah, là, lui, il a démontré que tu peux déménager un club en dedans d'à peu près 18 mois.
Oui. Lui, il a montré, là, moi, j'ai les poches pleines, t'auras jamais de problème, ça, John Arena, combien ça coûte, merci, c'est réglé. Tu sais, money and no object, là. Vraiment, moi, j'ai tellement de choses à dire Ouais. sur ce que tu viens de dire, mais tu sais, la première des choses par rapport au contexte financier puis de réinjecter, la Ligue nationale demeure la seule des 4 grandes ligues qui dépend beaucoup de l'assistance pour venir combler ses revenus. Les revenus télévisuels qui viennent à échéance au Canada vont probablement aider à ça aussi. Puis qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est mettons une équipe de baseball, mettons ramener des expos à Montréal. En partant, je me souviens plus du chiffre parce que je le savais à l'époque, mais à l'époque que le dossier était relativement concret. Alors, je sais pas à quel point concret. Mais tu sais, juste en partage de revenus télévisuels, tu avais 125 millions US qui rentraient. Ouais. En partant. Ouais. Tu n'avais pas ouvert la lumière, tu n'avais pas vendu un dog, pas un parking, rien. Tu avais 125 millions d'US. Fait que ça t'aide à gérer une équipe. C'est sûr. Puis, fait que ça, première des choses. Fait que je pense que ça, la Ligue nationale tend vers ça. Mais où je pense que tu as vraiment raison, c'est que c'est pas peu commun dans le monde des affaires que le monde étranger, à plein de pays, vont décider de faire... Tu sais, il y a beaucoup d'industries qui viennent s'installer au Québec parce que l'électricité n'est pas chère. Ah oui? Ils croient au marché québécois pour faire cette industrie-là parce qu'elle est énergivore, puis le faire au Québec, ça va être plus rentable. Fait qu'on a des investisseurs de partout dans le monde qui viennent investir là-dedans, ici au Québec. Donc, si on est capable de faire un cas pour que le marché de Québec est meilleur qu'une 4e tentative à Atlanta ou de ramener une autre équipe au Texas comme à Houston ou quelque chose comme ça, ben d'avoir un 8e marché canadien, peut-être que ça serait une bonne décision. Fait que je trouve que c'est une bonne amorce. Puis le dernier point que je voulais faire, j'étais pas dans le secret des dieux au moment que j'étais là. Moi, j'étais à TVA Sport. Puis comme je vous dis, mon rôle, moi, j'étais impliqué dans la négociation au niveau des droits de la NHL à l'époque. Ouais. Mais je peux vous dire que quand Québécois a décidé de partir TVA Sport, quand Québécois a décidé de s'impliquer dans le centre Vidéotron, quand Québécois ont décidé de signer un contrat astronomique avec Rogers pour diffuser les matchs de la NHL, il y avait certainement l'idée de lancer des messages positifs aussi à la Ligue, puis de démontrer qu'ils sont prêts à investir, puis tout ça. Tu sais, mais après ça, je pense que c'est tellement rendu cher les équipes de sport tout ça. Puis je pense que c'est mieux d'être en meilleure santé financière pour avoir un consortium. Est-ce que... Tu sais, puis pour ce que tu disais, là, d'aller chercher un consortium des gens aux États-Unis, culturellement, au Québec, si, mettons, on jase, on s'amuse, là, les Nordiques reviennent dans 3 ans, mais à 80% de l'actionnariat, c'est pas des gens d'ici. Est-ce que culturellement, ça passe? Est-ce qu'on est rendu là au Québec, surtout dans la ville de Québec, d'accepter que le propriétaire ou les propriétaires s'appellent Bob, puis s'appellent... Ben, tout dépend comment le deal est structuré. Tu as plein d'équipes professionnelles qui sont détenues par plusieurs personnes, Fenway plusieurs Sports entités. Group, qui ont les Penguins de Ah oui, Pittsburgh. puis pas juste ça. Juste le Canadien de Montréal? Ouais. Savez-vous qu'à peu près 80% des Canadiens n'appartiennent pas à Molson? Tu sais, c'est ça. Mais du devant... Ouais, c'est Jeff Molson, le propriétaire de l'équipe dans la tête des gens. Parce que c'est structuré comme ça aussi, c'est lui qui décide. C'est ça. Ouais. Puis ça peut les être autres, ça. c'est des investisseurs. Le PIF est dans Evenco, qui est le fonds d'investissement saoudien, que c'est donc les pires méchants sur la terre, ils sont dans Evenco. Puis ça veut pas dire qu'à Québec, ça serait pas ça, même si c'est 80% qui est donné. Puis George Gillette, était-tu un mauvais propriétaire pour le Canadien de Montréal? Tu sais, je veux dire, tu peux argumenter que oui, tu peux argumenter que non, mais moi, je trouve que, mon avis, quand il a pris le Canadien dans l'état où il était, il avait créé le groupe Gillette, il avait ramené, le Canadien avait connu une grosse augmentation de valeur, il l'a vendu, Molson l'a repris, mais c'est un Américain qui a pris le contrôle du club et ça n'a pas été mené. On a encore du PTSD des années de Doria puis tout, là, on va se le dire. C'est sûr. Tu sais, fait qu'on a ça qui nous... Mais je pense pas qu'il faut généraliser. Mais je pense qu'au contraire, l'intérêt américain qui viendrait dire, moi, je mets mon argent dans un club de hockey dans en géographie, je me trompe peut-être, la 3e plus grande ville au Québec, après Montréal-Laval. Montréal-Laval. Je pense que c'est plus gros que Laval. Non? Je sais pas. Faudrait le checker, là, mais je sais pas si T'es-tu capable de googler ça, toi, Mais bref, tu sais, que ce serait pas la ville principale du Québec, parce que c'est Montréal. Aller à 2h30 de route, moi, j'ai investi là-dedans, j'y crois. L'aréna est là, la structure est là, on est prêt à recevoir du... Je pense que c'est pas tant pour convaincre les fans. Deuxième, en passant, Jake. Deuxième? Ouais. OK. Ouais. Deuxième plus grande ville au Québec. Laval, 3e, Gatineau, 4e. Bon. Fait que 2e plus grande ville au Québec, tu te dis, hey, gars, moi, j'y crois. Puis je le fais même si... Puis même si c'est de $$ canadien, même si c'est pas... Tu sais, je pense que ça l'amènerait à une autre couche
de sérieux au dossier, que c'est pas juste des gens passionnés du Québec qui veulent leur équipe qui reviennent. Il y a aussi des gens qui regardent juste le retour sur investissement puis la profitabilité puis qui disent « Moi, je me lance ». C'est un bon point. Puis, tu sais, mettons dans le baseball majeur, tu sais, quand ils ont fait toutes les études, puis évidemment, c'est relativement biaisé, là, ces affaires-là, c'est souvent commandé par des gens qui veulent que le résultat et le dénouement soit positif, mais tu sais, Montréal serait le 16e ou 17e plus gros marché de Major League Baseball en ce moment. Quand même. OK? S'il était dedans. Tu sais, Québec n'a pas besoin d'être un gros marché. Non. A besoin de ramener assez de revenus de tickets et que leurs droits locaux aient une valeur X pour venir contribuer à la grande tarte qui est le partage des revenus dans la NHL. Puis ça, pour vrai, j'ai vraiment de la misère à croire qu'on va faire moins d'argent que plusieurs équipes américaines avec nos droits locaux, avec nos billets de saison, avec la valeur que ça va venir donner aux droits nationaux aussi qui vont être signés. Tu sais, moi, je pense que Québec peut avoir une contribution. On fait souvent état de « ils vont-tu vendre des loges, vont-tu vendre des loges? » Faut-tu vendre des loges? On va se le dire. Non, faut que tu vendes du corpo, c'est sûr. Faut que tu vendes du corpo puis tout ça. Puis je pense que c'est ça leur challenge. Mais si tu regardes les autres affaires, êtes-vous allé dans le building? Super beau. C'est très beau. Tabarouette. Non. Il est dans le probablement top 10 de la NHL. Facilement. Ah oui. Facilement. Plus beau qu'à Montréal. Facilement. Puis tu sais, il n'y a pas juste des gens de plus Québec neuf, qui vont puis, investir dans oui. le corpo. Tu as des gens d'ailleurs de la Beauce qui ont du cash, des gens du Lac-Saint-Jean qui ont du cash. Aussi, tu sais, une loge, une moitié de saison de loge pour une compagnie qui est en Beauce, qui est poche pleine, qui fait du forage, qui fait peu importe. C'est simple. Là. C'est simple. On va se rendre là. On va se rendre éventuellement. Sauf que l'autre couche à cette discussion-là, puis on en a parlé beaucoup. Puis moi, je vais revenir sur des propos de Gary Bettman l'année passée, durant les séries ou avant les séries, qui est allé mettre sur le spot les faibles assistances du côté de Winnipeg quand on sortait de la pandémie, en disant que les gens, bon, Colin, achetaient moins de tickets, qu'on en vendait moins, qu'on vendait moins de loges. Puis il y a comme eu des propos négatifs à l'égard des Jets de Winnipeg qui remplissaient quand même bien 70% de building à ce moment-là. Il va dire ça à propos des Jets, mais il permet aux Coyotes de l'Arizona de jouer dans un aréna de fond de garage. À ce moment-là, tu fais comme, est-ce qu'il y a encore une dent contre les marchés canadiens? Est-ce que c'est encore réel, ça, la façon qu'il a de voir le hockey au Canada, ou est-ce que lui, c'est vraiment juste des États américains qui visent? Moi, vas-y. Moi, je pense juste qu'il veut faire le plus d'argent possible puis qu'il croit que de rester dans un des plus gros marchés américains comme l'Arizona et cette région-là des États-Unis était primordial. Parce que ça a mal passé à ce moment-là. Ça a vraiment mal passé. Je pense qu'on a tendance à beaucoup personnifier, mettons, l'espèce de confrontation, si tu veux, avec Gary Bettman au sujet des marchés canadiens. Mais forcé d'admettre, il adore Toronto, il adore Montréal, Gary. Là. La contribution que ces équipes-là donnent à la NHL, c'est incommensurable. Je pense que la question qui doit être dans la tête de Gary, c'est si j'envoie une équipe à Québec, combien de revenus que je suis pas capable, que j'engrange qui sont des vrais nouveaux revenus. Parce que est-ce que, si, mettons, Montréal génère 90% du plein marché des revenus qu'on peut générer avec la NHL dans le territoire québécois, ben, d'amener une franchise là pour gagner un genre de 10%, ça vaut probablement moins la peine que d'aller t'installer à Houston pour avoir un nouveau marché au complet à exploiter. Ah, puis on parle de Bell Arena, là. Je pense qu'on en a parlé même ici, mais pour ceux qui s'en souviennent, quand les Pingouins allaient mal, il y a des grosses chances qu'elle allait à Kansas City. Kansas City a construit le Sprint Center au centre-ville de Kansas City, qui est une super arena. Là. Mais moi, c'est là que je pense qu'il faut prendre l'attitude ou la réaction de Gary Bettman comme une information. Et il faut le voir comme une façon de dire, OK, c'est ça qu'il faut qu'on change. Il faut qu'on change la perception. Le succès des Jets serait très important pour moi pour le succès les chances que les Nordiques reviennent. Parce qu'on parle d'une équipe qui a déménagé. On parle d'une équipe qui est revenue. Avec la famille Thompson qui a mis beaucoup d'argent, qui ont des poches très profondes, qui sont capables de supporter. Et que là, les Jets, ils n'ont même pas encore perdu, je pense, cette année. Fait non, ils sont bien là. Je comprends pas comment ils font pour avoir des aussi bons joueurs dans un marché. C'est terrible. Viens-tu jouer à Winnipeg? Moi, je suis allé là, à Winnipeg une couple de fois là, en mois de mars. Ouf,
Et puis, much love à Winnipeg, c'est pas de votre faute, là, c'est le climat. Du monde super sympathique, tout, mais le climat, tout. C'est pas life of a party là-bas. Là. Non. Fait que je pense que le point de Gary Bettman, c'est regarde, on le fait à Winnipeg. On l'a fait. La même chose que vous à Québec, on l'a fait à Winnipeg. Ouais. L'équipe est partie. On est revenu avec une expansion et on passe ça. Il faut que ça marche. Puis il faut, pour là, l'intérêt américain. Mais je dis intérêt américain, ça peut être européen, ça peut être Canada anglais, peu importe. L'intérêt à l'extérieur de la ville de Québec, quelqu'un qui n'a aucun lien avec la ville de Québec ou la province du Québec, puis qui dit moi je veux, va venir renforcer ça parce que cette personne-là va regarder tous les. C'est facile pour quelqu'un du Québec qui a beaucoup d'argent de peut-être être plus emporté par l'émotion. Mais hein? Je ne dis pas qu'il va l'être, c'est des gens d'affaires très réputés, des gens d'affaires qui sont intelligents, ils ne feront pas des affaires sur le coin d'une table, mais c'est sûr que si tu viens du Québec, tu te dis j'ai la chance de ramener les Nordiques, c'est le fun. Avec du monde externe qui ont. They don't have a dog in the race, excusez l'anglicisme, mais ils sont comme. Regarde, moi j'y crois pour telle raison, moi je pense que ça va beaucoup aider. Puis ce qui est important dans ce que tu dis, là, c'est que, tu sais, souvent on pense que des gens ici ont de l'argent, mais des fois c'est pas ça réellement avoir de l'argent. Tu sais, nos millionnaires à nous autres, c'est pas les milliardaires américains. Puis on a pitché des noms là, de lui ça l'intéresse, lui ça l'intéresse. Puis regarde Pelado à 500 millions, peut-être qu'il pouvait y aller avec Québécois à ce moment-là, mais à 2 milliards, c'est plus des individus maintenant, c'est des consortiums. Mais c'est drôle parce que je vais penser sur ce que vous avez dit les deux. Tu sais, je viens de penser à ça. C'est une théorie, mais on est là pour jaser. Tu sais, il y a une culture du hockey incroyable en Europe. Oui. Incroyable. Puis tu sais, en ce moment, une éventuelle expansion vers des marchés européens ou une division européenne m'apparaît quand même lointaine. Oui. Mais tu sais, je sais que la NHL avait des efforts pour vraiment mettre une entité en place pour NHL Europe puis commencer à amener des matchs. Des matchs à Prague, cette saison. Exactement, des affaires de cela étant dit, mettons, on fait souvent l'éloge de Montréal, de Québec comme étant des moyens où c'était une ville un peu à saveur européenne un peu. Puis aussi, culturellement parlant, je pense qu'on peut avoir un petit peu plus de rapprochement entre les Européens et les Américains, mais que les Américains avec les Européens. Ça pourrait être l'occasion parfaite pour un Européen de venir dire « Hey, sais-tu quoi, moi, je mets mon chapeau comme propriétaire dans la Ligue, je deviens un des premiers propriétaires européens, j'investis là-dedans, puis après ça, c'est qu'il y a beaucoup de va-et-vient qui peuvent être faits. Moi, en tout cas, pour moi, je sais pas, je viens de penser à ça pendant que tu le dis, le parallèle européen, il est cool. Là. Ben oui, c'est sûr. Puis à ton point, Max, il faut distinguer. Ça prend pas juste des milliardaires, ça prend de la liquidité. C'est ça. Et c'est ça tu peux avoir des milliards en actifs, c'est ça, mais tu le gros enjeu. pas le cash. Parce que la Ligue, les autres propriétaires vont dire t'as-tu la capacité de réinjecter ça va mal? Ouais. T'as-tu la capacité de sortir du cash? Puis c'est là que des fois les consortiums deviennent intéressants parce qu'ils sortent avec des LP puis ils viennent avec des structures où est-ce que des gens injectent l'argent. Il y a plusieurs ce temps commandé des commanditaires qu'on appelle qui viennent injecter de l'argent, qui créent de la liquidité puis qui ont toute la capacité de réinjecter à la hauteur d'eux. Fait que la Ligue devient rassurée, les autres problèmes deviennent rassurés. Et moi, j'adore l'idée de quelqu'un de l'Europe qui arriverait, mais je pense qu'au final, la question des nouveaux revenus, c'est super intéressant. Je pense qu'il y en aurait. Mais tant que ça. Mais moins que Houston. C'est ça. Tu sais, pour moi, mettons, on m'a demandé à froid des marchés aux États-Unis à aller, des marchés où aller pour la NHL. Pour moi, Houston est en haut de la liste. Oui. Tu sais, Houston, pour avoir passé du temps à Kansas City, je pense que Kansas City serait un excellent marché de hockey. C'est un excellent marché de sport. Tout ce qui touche au sport à Kansas City depuis tout le temps. Puis ils ont une arena aussi. Mais ça veut pas dire que tu peux en faire plus qu'une, plus deux. Je connais pas assez leur... Atlanta, Houston, c'est des gros marchés. Là. C'est des gros marchés, mais ça veut pas dire que c'est pas parce que tu parles de Houston que tu parles pas de Québec. Non. Tu peux avoir un mélange de ça. T'sais. Parce que ça arrivera pas un club. Ça va être, si ça débarque, ça va être 4 ou 2 et 2. Ouais, c'est ça. Puis on va se rendre à 36 pour éventuellement se rendre là. Mais Québec, c'est Québec. Tu sais, TVA Sport, as-tu vraiment créé beaucoup plus de nouveaux revenus ou a juste pris une portion de la table qu'il allait à RDS avant? T'sais? Non, mais si tu as des équipes d'expansion, tu crées plus de matchs. Donc ta valeur de médias augmente aussi. Bon point. Très bon point. T'arrives avec... Oui, tu crées 82 matchs, mais tes 82 matchs, t'es créé à Houston aussi. Oui.
Fait que c'est de là à dire, mais tu peux pas en créer juste une. C'est ça, Ben, je comprends. Non, Ouais, c'est je ça. comprends. Puis une chose qu'on a dit, lu et entendu beaucoup, c'est qu'il y a des gens qui disaient si les Nordiques sont pour revenir, jamais que le Canadien va donner son aval, jamais que Jeff Molson va signer dans un bureau des gouverneurs pour faire ça. Puis Renaud Lavoie nous a dit dans le club du matin, il me l'a confirmé dans son bureau, que si Québec est à la table et que ça prend l'approbation des gouverneurs, Jeff Molson va dire oui. Ce ne serait que bénéfique et bon pour le Canadien de Montréal de retrouver la bataille de la 20. Premièrement, il y aurait aussi un frais d'expansion de 2 milliards qui serait partagé. Fait que le Canadien de Montréal recevrait Jeff un Molson, pourcentage. personnellement, C'est recevrait ça. un chèque de genre T'sais. 60 millions. là. Fait que c'est sûr que ça aide déjà la conversation. Fais ça x 4. C'est ça. T'es content. Il peut pas être vu comme la personne qui bloque. T'imagines-tu? Mais non, Ça sort. Tu peux Tu sais, pas. je veux dire, il peut pas bloquer ça. Puis de toute façon, c'est pas lui qui va bloquer ça. Ça reste un vote des gouverneurs qui passe. Je connais pas les bylaws non, des puis propriétaires, mais je pense pas qu'il a le droit de veto. Il y a À des- moins que ce soit dans son territoire. Ouais, il y a des affaires de territoire. Ça, je pense pas. Non, je Mais pense si pas. Ottawa, tu sais, Oui, oui. Ottawa, si est là, c'est quand même à la même distance que. Oui, oui. Mais tu sais, nous, on a une station à Gatineau, BPM, puis le monde aime ça quand on parle des Canadiens à Gatineau. là. Ouais. puis c'est ça, c'est que le Canadien s'étend partout au Québec. Puis tu sais, je serais curieux, puis on en a parlé. Mettons, les Nordiques reviennent. Le premier match canadien-nordique au centre Vidéotron. Il y a beaucoup de fans des Canadiens à Québec. Tu sais, il va comme avoir un genre de rebranding dans la ville de Québec de qui va être fan de quoi. Puis c'est une bonne nouvelle parce que, tu sais, à New York, là, c'est ça. À New York, c'est bien, bien Oui. simple. T'as, les gens qui prennent pour les Jets prennent pour les Islanders, prennent pour les Mets. Les gens qui prennent pour les Nets, Yankees. Jets, Islanders, ça, Ouais. c'est une affaire. Ah ouais. C'est ça la Les c'est la Giants, règle. Nets, Mets, les Jets. Yankees. Nets, Mets, Jets. Islanders. C'est Islanders. Rangers, Giants, Yankees, puis Jets, Mets, Jets. Nets, Mets, Jets. Nets, Mets, Jets, c'est ça. Knicks. Ils sont moins chanceux. Ouais, c'est ça, Ils sont exact. moins Non, je sais, choyés. mais Quand t'as pareil. les Knicks, les Yankees, les Rangers, c'est quand même. Ouais. Puis les Giants, bon, c'est coup ça, là, mais quand Ce même. temps-ci, Puis, plus tu sais, ou moins. puis ultimement, si on peut retourner à ça dans un avenir rapproché, on va pouvoir retourner dans l'histoire puis dire le politique s'en est mêlé. Puis je sais qu'on a ri beaucoup de la subvention octroyée aux Kings pour venir jouer à Québec, mais il y a eu comme 2 bougies d'allumage dans les dernières années pour que ça revienne dans la discussion puis que ça revienne dans la discussion au mois ou à peu près. Il y a eu le 7 millions d'accordés aux Kings. Il y a eu Pierre-Carl Pelado avant ça avec Québécois. Il va en avoir un autre dans pas long. Ouais. Tu sais, on va tout le temps jeter de l'huile sur le feu pour que les Nordiques restent dans la discussion puis que ça reste en vie, cette discussion. Mais à un moment donné, je comprends. Mais moi, personnellement, j'étais pas d'accord avec la subvention pour les Kings, personnellement. C'est Ah une ouais. opinion très personnelle. Mais tu es généralement pour les subventions. Oui, pour oui, les oui. événements. C'est Fait que, juste, tu sais, ouais, c'est juste ça. oui, oui, je suis 100%. Je pense que le sport peut amener beaucoup. Je pense juste à un match préparatoire des Kings, on en a parlé. Ouais. Je suis pas d'avis que c'était nécessairement une meilleure allocation de ressources. Mais 400 000 pour la Coupe des 4 Nations à Montréal. Ben, c'est avoir les retombées, tu sais, on en a C'est ça. parlé. Tu sais. Mais par contre, je pense que rendu là, on en a beaucoup parlé. Ça fait longtemps qu'on en Ça parle. fait 30 ans. C'est. Puis on revient toujours au même point, sauf récemment, moi, les Nordiques, cette discussion-là, on dirait que pas que j'aime pas ça en parler souvent, je trouve qu'on parle pour rien dire. Mais avec le commentaire de Bettman, je trouvais ça intéressant parce qu'on Ah oui? parle de quelque chose de concret. Fait que moi, si je suis. J'ai pas les ressources évidemment, mais si des Pas gens. encore. Pas tu sais, encore. ouais. Faut vendre des baguettes. Ouais, c'est ça, vendre des baguettes. Mais en beaucoup de tabac, t'imagines-tu combien il faut que t'en vendes? Du pain au noix. Puis Ah tout, ouais, là, non, pas de moi, coûte trop cher. Faut que tu- Ouais, c'est les baguettes. C'est le bread and butter, là, c'est les baguettes. mais non, mais si tu veux vraiment le retour des Nordiques, tu montes ce consortium-là. Puis tu dis, ah ouais, Gary, tu veux une offre? Voici une offre. Mais c'est pour ça que la journée où ça va arriver, l'image publique, mettons là, que c'est Pierre-Carl Pelado. Puis là, on oublie qui aime pas qui. Puis, mettons que tu débarques, là, puis qu'une journée, il y a une conférence de presse à TVA Nouvelles, Ouais. puis là, t'as Sam Bronfman, t'as Pierre-Carl Pelado, t'es plus Éric Boyko. Nomme-les, là, les millionnaires, les milliardaires sont 13. Hey, on a... Ouais. 50 millions chaque, ou on a 100 millions chaque. On a un total de 2 milliards à la Ouais, gang, c'est ça. mettons, là. Je suis pas très bon. Je te en regardais faire tes maths. Ouais, calculs. c'est là, ça, dans le- c'est ça. Mais on a, est 500 personnes à 15 piastres chaque. ouais, on a 2 milliards à la gang, puis Ouais. là, tu as des visages emblématiques de l'entrepreneuriat du Québec. Le message que ça enverrait. Hey, on y va, puis on le fait. Ou, hey, on a un consortium américain, on a une partie qui va appartenir à, mais tu as 2 têtes dirigeantes du Québec.
Ça va faire, hey, on a fait nos devoirs, on est prêt, on a les poches pleines, on sera plus jamais dans le trouble, on y va, let's go. C'est Gary Bettman n'a pas dit « Je ne crois pas à Québec, c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne affaire. » Non. Il a dit « Je n'ai pas eu l'opportunité de considérer Exact. un bid. » Puis dans les faits, si je me souviens bien, à l'expansion de Vegas, Québécois a comme dit « Ouais, finalement, on retire notre nom du chapeau quand ils ont vu le prix, puis avec la devise, puis tout ça. » In hindsight, t'es toujours mieux de... Avec le recul, Puis t'es toujours mieux de Puis ça, c'est stressant pour un investisseur autre. Hey, Que si le gars local, il se retire parce que c'est trop cher, je comprends que c'est cher. Je dis pas que c'est pas une bonne décision. Mais c'est aussi ça. Le bid, il faut qu'il soit complet, il faut qu'il soit compréhensif. C'était 500 millions à l'époque, l'équipe vaudrait 1 milliard aujourd'hui. Ouais. Quand même que tu as des pertes opérationnelles pendant cette période-là, je pense que tu es au-dessus. Puis je veux pas tomber dans de la fiscalité super compliquée, mais on est là pour parler de business du sport. On parlait d'une société en commandite. Ouais. Quand tu es le commanditaire d'une société en commandite, c'est pas une action Non. à proprement dit. C'est une structure par laquelle, toi, comme investisseur, si tu as à réinjecter, si tu as des pertes, tu peux utiliser ces pertes-là comme déduction contre d'autres revenus de tes autres actifs. Ouais. Ce qui fait en sorte que, ultimement, c'est pas une vraie dépense. Tu viens juste de réduire l'imposition que tu as donnée. Puis pendant ce temps-là, la valeur en capital de l'actif que tu as acquis, lui, continue de monter. Fait que si dans le fond, tu as réduit ton revenu imposable d'un autre de tes sociétés, puis que ton gain en capital a augmenté, as-tu vraiment perdu de l'argent pendant cette période-là? Mais non. Puis c'est pour Exact. ça que les franchises sportives deviennent de bonnes options pour des hommes d'affaires. Jacques Tanguay, Patrick Roy, Étienne Boulay qui commencent à acheter des clubs de hockey de l'autre bord de l'océan en France. Il y a une raison à ça. Ils savent exactement où ils s'en vont avec ça, puis à petite échelle, les sous, oui, ils aiment le hockey, oui, ils veulent faire la promotion. Mais à la base, on parlait avec Étienne Boulay, puis il nous disait, nous, là, en 2030, là, les Olympiques s'en viennent, là. Le hockey va être à Nice. Là. On va bâtir un aréna pour ça. Là. Ça va être notre aréna. Là. Après ça, moi, je reçois un aréna gratis pour faire évoluer mon club dans lequel je viens d'investir. Je viens de payer, je vais le mettre entre parenthèses, des pinottes. On voit les bons hommes d'affaires, les bonnes personnes d'affaires voient tout ça défiler devant eux autres. Quand Forbes évalue une franchise sportive, les choses à laquelle ils accordent le plus de valeur, c'est le marché dans lequel tu évolues, la marque de commerce donc, que tu détiens, le building dans lequel tu joues. Ouais. Totalement. Fait que, pense-y, là, si ton building, il est là, Ouais. Il est prêt, là. il est prêt. Après ça, la marque de commerce, là, moi, je pense que le chandail, ils l'ont refait au Colorado, le chandail nordique. C'est écœurant. Il est encore solide, là. Ouais. On va en vendre Ça va 2-3, marcher. là. Mais oui. Puis, t'es mardeux, tu te ramasses avec le prochain Connor Bedard ou une affaire de Tu même pognes une qui est bonne dans année ton de draft, équipe, Tu là, pognes une puis bonne ouais. année de draft. Pour moi, puis- la grande. Puis je veux pas que ce soit un épisode qu'on a l'air de critiquer. Le Tourisme Winnipeg va nous appeler pour nous Oui, chialer, là. ouais. Mais la grande. Puis j'aime beaucoup le comparer avec Winnipeg parce que je trouve que c'est des situations similaires, mais il faut pas négliger non plus. On parlait d'Europe. Moi, je pense que du tourisme sportif, On en à aurait plus à Québec. Québec. Ouais. Ben oui, ben oui. ça serait même pas comparable. Puis Fait puis tu sais, juste les gens de la base du Saguenay puis tout ça, tu sais, je pense que ça pourrait vraiment donner à l'économie de la ville de Québec aussi, là. Mais ça prend un plan. Ça prend un plan avec des gens qui sont pas liés, qui ont pas l'attachement émotif, qui vont C'est dire un bon point que tu as amené. Voici. Ça, je trouve ça super intéressant. Hey, imagine si le toit de l'aréna à Tampa Bay avait arraché, pas le toit du stade de baseball. Ouais. Fait Puis qu'il il fallait va à qu'ils se Québec. virent de bord. Tu les amènes à Québec, il n'y a pas grand place. Un Faut que mois, tu peux c'est être plein. turnkey. Là. Ah ouais. Non, c'est Tu sais, ça. l'aréna est Ouais. tout Ben, on est en là a deux pour le... villes, Kansas City puis Québec. T'as-tu vu le broadcast que TVA Sport ont fait là-bas? C'est un broadcast de la NHL. Là. Tout Facilement. est là. Là. C'était solide. Là. Tu sais, Facilement. Non, ils ont Non, vraiment bien t'sais, fait ça. Tout est Non, prêt. là. c'est excellent. Puis, écoute, c'est peut-être un mauvais Et puis, je combat. souhaitais pas que... Non, non, non. Ah, Je l'ai Mais tu sais, pas- ouais. Quand tu parles d'intérêt, mettons, des Américains ou autre, je vais prendre un exemple un peu farfelu, mais quand nos amis acteurs Ryan Reynolds puis Rob McElhenney, Wrexham? ils ont acheté Wrexham, c'est le fun pour nous. C'est des acteurs, dont Ah ouais. Reynolds Je canadien. fais juste une petite parenthèse, là, parce que peut-être Ouais. pas tout le monde connaît l'histoire, là, Ouais. mais Ryan Reynolds puis son partner, ils ont acheté une équipe dans la 5e division en Angleterre au niveau Ouais. du soccer. En Pays de Faut- Galles. Ouais. En Pays de Ouais, Galles, ouais. t'as raison. Puis faut comprendre que dans le soccer, tu sais, dans chaque division, les premiers, dépendamment des divisions, sont promus, puis Ouais. les derniers, Ouais. ils partent. Mais tu sais, eux autres, ils ont quand même monté de 3 divisions en 4 ans.
Tu sais, C'est énorme. Mais dans un pays, dans une ville, Wrexham, dans une petite ville de rien. c'est comme Sorel. Ouais. Écoute, puis sans rien enlever à Sorel. Non, mais Sorel, là, c'est beau, c'est le bord du fleuve. c'est- tout, là. mais par contre, c'est facile pour nous dire maintenant c'est un succès puis tout. Mais t'es au Pays de Galles, t'as ton club que t'aimes depuis toujours, puis t'as 2 acteurs Hollywood qui arrivent, qui achètent ça. C'est malade. Non, mais il y en a qui ont sûrement pas aimé ça au début. Ben non, c'est Il y en sûr. a qui ont Les pas dit riches au début. débarquent ici, Mais t'as-tu ouais. vu comment ils se sont embriqués dans la communauté? Exactement. Ils ont compris, C'est ça. là. Puis c'est ça que ça prend. C'est pas juste, hey, moi j'ai investi, puis c'est moi qui contrôle, puis je suis un ami. Tu sais, non, Non. c'est que ça t'intéresse, la Ville de Québec, que t'aimes le marché, que t'aimes la Il faut vibe. que dans le message, tu fasses un peu ce que Pierre-Carl Pellado a fait avec les Alouettes. Je vais vous donner toutes les ressources nécessaires, puis je vous laisse gérer. Parce que Pierre-Carl, c'est ça le message qu'il a envoyé. Moi, j'achète des Alouettes, je vais mettre du cash dans la patente, les gars vont manquer de rien, vous allez être super bien traités, mais moi, c'est pas moi qui va appeler Danny Machocha pour lui dire qu'il mette sa ligne quand le ballon va tomber. Puis je vais mettre une patch de Vidéotron puis de TVA Sport pendant que Ouais, les matchs je vais sont mettre une diffusés. écusson de TVA Sport sur les... Ça, c'est Ça, écœurant. c'est parfait, là. Mais on va J'adore suivre ça, le dossier pour Ouais. Québec. Hey, les gars, on va finir avec le petit quiz de la semaine. On a parlé tantôt du CBA à venir dans la WNBA, puis de l'entente des salaires, notamment des joueurs qui pourraient être appelés à changer. J'ai envie de vous demander, les athlètes féminines qui ont fait le plus d'argent, highest paid female en 2023, pas la valeur, combien d'argent ils ont fait, et là, c'est combiné dans la pratique de leur sport et à l'extérieur de la pratique de leur sport. Fait que ça, c'est revenu, là. C'est revenu dans une année en 2023, parce que 2024 n'est pas fini, évidemment. On va essayer d'en avoir 3 sur les 5. Bon, Top 5, là. joueuse de tennis, on l'a dit, là, c'est probablement le sport. Ouais. Moi, je pense que oui. 2023. Ben, c'est la fille qui s'appelle IGA, là. Iga Swiatek. Iga Iga Swiatek est en première position. Ah, c'est ça. C'est assez simple pour la jeune athlète de la Pologne de 22 ans. Elle a fait 9,9 millions de dollars sur le terrain et 14 millions à l'extérieur du terrain. Les premières avec 23,9 millions. Ça, c'est fou, hein? OK. OK. Les sœurs Williams ont tout le temps fait beaucoup d'argent. Oui. Ça serait un bon vote, ça. On reste dans le tennis. On reste dans le tennis. 7, 8. 8e, Vénus. Avant Serena? Serena, cette année, a rien ou à peu près... C'est parce qu'elle joue plus. Dans le fond, elle n'a pas joue de plus, gain elle sur le veut plus terrain. vraiment. Venus, elle a arrêté de jouer aussi. Vénus, cette saison, a fait 200 000 Ouais, fait que en jouant, mais 12 millions à l'extérieur du terrain. Elle est en 8e position. J'allais faire une blague sur mes revenus personnels versus ceux-là de Ah ouais, non. Serena, mais j'irai pas là. Est-ce que Simone Biles est sur la C'est liste? ça que j'allais dire. Simone Biles, Osaka... Non, elle n'est pas dans le top 10. Ça me surprend. Ouais, moi aussi. Alex Le Morgan. 23, c'était Elle est, pas l'année elle est olympique, 16e Ok. présentement. Elle a fait 100 000 $ en la pratique de son sport et 7 millions en Ouais, commandite. c'est commandite, c'est élevé. Mais C'est c'est normal. la pratique du sport parce que la Il gymnastique. reste dans le tennis, mettons. Ah, Sabalenka? Sabalenka. On va voir ça, Swiatek. Sabalenka est 6e. Oh. Arina Sabalenka, elle a fait 8,2 millions en tennis et 6,5 off-field. Moi, j'en ai un. Les J'en ai bourses une. tennis féminin en passant, là, tu sais, comme Montréal, ils ont annoncé que les bourses allaient Ouais, être au pair. paritaire. Ouais, c'est ça. J'ai un blanc sur son nom. Oh. Comment s'appelle la snowboarder? Ah oui, oui. Goo? Eileen? Eileen Gu, elle est numéro 2. Ok. Elle a fait du Gros freestyle skiing. Fait qu'elle fait Ok. du ski. Ouais. Ah, c'est pas du snow, excuse. C'est du ski. Gros pas. Elle est originaire de la Chine. Cette année, elle a fait 100 000 $ en salaire de son sport, mais 22 millions Ouais, c'est énorme. à l'extérieur de son sport. Mais elle, en fait, son Oh, histoire good, est américaine, Ouais. puis elle a choisi de représenter la Chine Ouais. aux Olympiques, en fait, les compétitions internationales. Ouais. En plein ça, représentante de Red Bull, tout ça, elle fait du half-pipe, elle fait... mais 22 millions en commandite. Fait qu'on en a 2. Bientôt, Caitlin Clark va être sur cette liste-là. Oui. Je tiens juste à le mentionner. Oh, là, ouais, mais ouais. c'est 23 en plus, là, mais c'est incroyable. Fait là, tu disais tennis, par exemple. Fait que là... Mais t'as dit Alex Morgan? Non, je l'ai pas dit. OK, mais t'as déjà entendu. Alex Morgan n'est pas loin, je l'avais tantôt. Ah, Nelly Cordo au golf est 11e, 8,2, 1,7 sur le terrain l'année passée, 6,5 à l'extérieur du terrain. Alex Morgan en soccer, 800 000 sur le terrain, 7 millions à l'extérieur du terrain, les Coco. 14e. Coco Goff? Coco Gauff. On a notre 3e qu'on cherchait. Ah, c'est ça. Coco Gauff est 3e, elle a fait 6,7 millions sur le terrain, elle a fait 15 millions à l'extérieur du terrain, Coco Gauff. Je vais donner la 4e, Emma
Raducanu. Raducanu. 200 000 sur le terrain, mais 15 millions à l'extérieur du terrain. Et la cinquième qu'on cherchait, c'est Naomi Osaka. Ah, on aurait Fait pu que l'avoir, ça. c'est juste du tennis. Sauf, À part Eileen Guillaume. Et Osaka a fait 0 sur le terrain en 2023. C'est vrai, elle jouait Et pas. 15 millions de dollars. Belle sabbatique. 1 million par mois. Ben, elle avait des enjeux de santé mentale. Oui, là, en puis jeu de là, santé mentale, elle s'est retirée quelque temps. Il y a Documentaire Netflix. Ah, notre Québécoise, Leila Annie Fernandez, ouais. Ouais. 1,8 million sur le terrain l'an passé, 7 millions en commandite, Ouais. elle est 10e. Merci Subway. Oui, Merci. entre C'est bon, autres. mais ça a pu coûter à Subway un contrat comme celui-là. Je sais pas. Je sais Et pas. WNBA en a seulement une dans le top 15, Candace Parker, qui a fait 100 000 l'année passée sur le terrain, mais 8 millions à l'extérieur du terrain. Ça va Et changer. ça, Ça va c'est changer. dans notre podcast, rendu notre 3e saison. Ouais. On va refaire cette liste-là. Et ça va être rendu Juste des WNBA, Ah oui. WNBA, WNBA. Ça va être exactement ça. Ouais. Ouais. Alors voilà, on les a trouvés, les compteurs. Merci beaucoup. Yes, merci, boys. On C'était se le fun. retrouve la semaine prochaine. Merci Merci, Sach, Ouais. merci Alex. Encore une fois, merci à Best Buy de nous fournir l'équipement audiovisuel pour nous permettre de vous présenter ça. Puis je vous invite à aimer la chaîne YouTube de la Commission athlétique et de partager nos vidéos un peu partout sur les plateformes. Salut tout le monde. Les compteurs avec Max Lalonde et Sacha Gavami.